Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Au regard de la politique étrangère menée par la France de nos jours, de nombreux experts pensent que la France serait derrière un grand complot contre l'Afrique en 2023. Pour Polela, la France est la face hideuse de l'impérialisme occidental. Polela poursuit en disant que, lorsqu'on parle d'un complot de la France contre l'Afrique, il s'agit en réalité d'une guerre de survie pour l'Occident. Mais quelles sont en réalité les différentes articulations de ce grand complot de la France contre l'Afrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Le sujet qui nous intéresse, Opération Orion, l'Afrique au cœur d'un vaste complot français 2023, l'année d'une grande guerre, c'est notre grande interrogation. Ce matin d'ailleurs, un sujet qui nous intéresse et qui continue à nous intéresser d'ailleurs ce matin. L'armée française prépare 10 000 soldats à un éventuel grand conflit. En 2023, l'armée française lancera un grand exercice pour préparer des milliers de soldats à un conflit d'ampleur internationale, rapporte The Economist. Un conflit armé d'envergure pourrait donc opposer les pays d'Europe et du monde dans les années à venir. C'est en tout cas une éventualité à laquelle l'armée française, dans son ensemble, se prépare. Selon The Economist, dont Courrier International se fait l'écho, les trois armées de terre, de l'air et de la marine nationale se lanceront en 2023 dans un exercice d'ampleur où près de 10 000 soldats s'entraîneront au niveau stratégique et simuleront aussi des manœuvres militaires et s'exerceront au tir à balles réelles. L'opération baptisée Orion est prévue pour 2023 en région Champagne-Ardenne sur les champs de Suippes, Mailly et Mourmelon. Il s'agira d'un exercice divisionnaire auquel des forces armées étrangères alliées prendront part. Des militaires belges ou américains sont notamment attendus dans cette grande bataille, pour ne pas dire dans ce grand entraînement. Un conflit armé d'une telle ampleur ne se prépare pas qu'au niveau logistique, nous apprend-on. La part du facteur humain est importante. Depuis janvier 2021, il faut le dire, l'état-major a chargé des groupes de travail d'étudier tous ces paramètres et notamment d'évaluer si les Français sont prêts. Oui, prêts à accepter un niveau de perte qu'ils n'ont jamais, ou alors ils déclarent, nous n'avons plus connu depuis la Seconde Guerre mondiale, indique d'ailleurs une source auprès du magazine The Economist. En outre, les analystes estiment qu'il va falloir moderniser l'armée française et recruter dans les années à venir. Le budget de la défense pour 2019-2025 a d'ailleurs été augmenté en conséquence. 50 milliards d'euros par an sur cette période, soit plus 46% par rapport à 2018. Où est-ce que la France prend cet argent quand on sait pertinemment aujourd'hui que la France est endettée à plus de 2500 milliards d'euros? Et pendant ce temps, que fait l'Afrique lorsqu'on parle de cette grande bataille d'envergure en 2023? Car tous les yeux sont rivés sur le continent africain lorsque des politiques français déclarent haut et fort qu'ils vont s'attendre à des pertes comme ils n'ont jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pour dire que l'Afrique est bien visée, les nationalistes sont bien visés, les panafricanistes sont visés en premier parce que ce sont eux qui éveillent les consciences. Puisque la diplomatie n'a pas marché, puisque la ruse ne marche plus, eh bien, il faut aller de façon frontale affronter les Africains pour leur arracher leurs biens. HEM pour hypothèse d'engagement majeur, c'est l'acronyme utilisé pour désigner ce scénario catastrophe. J'ai bien dit HEM. Hypothèse d'engagement majeur. C'est l'acronyme utilisé pour désigner ce scénario catastrophe auquel la France se prépare discrètement. Les groupes de travail estiment qu'il faudra une dizaine d'années aux troupes françaises pour être prêtes à combattre. À noter qu'aucun pays ennemi n'a été précisément jusque-là désigné. Mais les experts estiment que la Russie, la Turquie ou un pays d'Afrique du Nord, c'est ce qui est dit, on a bien dit, ou un pays d'Afrique du Nord, pour ne pas dire les pays de l'Afrique subsaharienne, les pays du Sahel et sans oublier les pays qui sont dans le golfe de Guinée, pourraient être l'adversaire de cet éventuel conflit État contre État. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce lundi 28 juin de l'an de grâce 2021. Opération Orion, l'Afrique au cœur d'un vaste complot français 2023, l'année d'une grande guerre, c'est notre grande interrogation. Polela, je vais me tourner vers vous. Je reviens sur le terme HEM, hypothèse d'engagement majeur. En tout cas pour les Français, jusqu'à preuve de contraire, ils sont prêts à accepter des pertes en vies humaines comparables justement à la Seconde Guerre mondiale, peut-être même plus.
Alors, la France est en réalité, comme je l'ai souvent dit ici, tout simplement la face hideuse de l'impérialisme occidental, le garçon de course de l'hégémonisme américain. Et donc, quand on parle de la France qui prépare une guerre militaire, s'entend, qui se tiendrait donc en 2023, en réalité, il s'agit d'une guerre de survie. Il s'agit d'une guerre de survie pour une guerre de survie de l'Occident qui, par tous les moyens finalement, doit pouvoir sauver la face pour ce qu'il en reste de son modèle économique, de son modèle social, de son modèle sociétal, de son modèle culturel, de son idéologie, de son modèle politique, je l'ai dit. Et donc, à un certain moment, il est question de passer à la dernière étape, à la dernière phase. Quand on a épuisé toutes les possibilités, quand on estime que, éventuellement, la démarche qu'on a utilisée, les moyens qu'on a employés jusqu'ici sont susceptibles de ne pas permettre d'atteindre les résultats escomptés, on utilise l'ultime recours qui est la guerre, la force. Et vous l'avez si bien dit, l'Afrique est l'objectif majeur. L'Afrique est le continent, la terre qui regorge de 60%, faut-il le rappeler, 60% au moins de toutes les ressources mondiales, du sol et du sous-sol. L'Afrique est considérée à juste titre comme étant le grenier du monde parce que les ressources agricoles abondent, affluent. L'Afrique est considérée comme le sous-sol qui peut garantir la survie du monde sur encore des centaines, voire des milliers d'années. Contrairement au catastrophisme démographique, que veulent nous faire entendre les sirènes de la peur, en nous faisant croire que plus on est nombreux, moins on aura des capacités et des possibilités de se nourrir, parce que les ressources seraient donc dans une progression arithmétique, pendant que l'humanité serait dans une progression exponentielle, ce qui est totalement faux, ce qui a été battu en brèche par de véritables économistes, contrairement à ce qu'ont voulu nous faire croire Thomas Robert Malthus et David Ricardo et les autres économistes qui, justement, présentaient ces thèses alarmistes-là. Alors, il se trouve que la véritable question, la véritable interrogation, c'est que fait l'Afrique? Où est l'Afrique? Parce que vous ne pouvez pas être la cible de prédateurs et vous contenter d'être distrait, de continuer de vivre normalement comme si de rien n'était. Il est juste inconcevable que les Africains continuent de se comporter comme s'il n'y avait pas de menace, comme si tout était tranquille et comme si la Providence allait continuer comme ça de nous amener vers de verts pâturages tranquillement et que le loup, dans la bergerie déjà, contemplerait juste les brebis ou alors userait de compassion pour l'épargner justement, les épargner, les brebis, d'être dévorés. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités et les responsabilités, à mon sens, ne participent pas d'une démarche ou d'une logique d'attentisme vis-à-vis d'un quelconque miracle qui viendrait de nos dirigeants. Je l'ai dit, je le pense, l'essentiel des dirigeants africains pour ceux qui composent le tableau actuel sont essentiellement des vassaux de l'Occident. Il faut le dire, c'est triste, c'est pour le regretter et le dénoncer le déplorer que je le dis, mais la vérité c'est que il y a les populations qui, chaque jour, sont un peu plus conscientisés, un peu plus au courant, au fait de la réalité de cette supercherie occidentale vis-à-vis de l'Afrique qui ne peut juste plus continuer. Alors, quand on parle de solutions au niveau de l'Afrique, pour sortir en fait de ce schéma et ne pas rester passif par rapport au bruit de bottes venant de l'Occident pour continuer à piller, à spolier et à déposséder l'Afrique de ses ressources et de sa dignité, tout simplement, il y a au moins 3 ou 4 axes par lesquels l'Afrique doit absolument passer. C'est l'éducation, c'est la sécurité
et c'est l'économie. Oui. On va s'arrêter sur ces trois-là. L'éducation, parce que c'est la base de tout. Quand on parle d'éducation, on parle de la plus petite enfance, dès le plus tendre âge, mais c'est également l'éducation des adultes. Combien d'Africains adultes ne sont même pas au courant de ce qui se trame? Combien d'Africains découvrent, et c'est tant mieux, ce qui se passe au fil de nos émissions? Combien d'Africains pensent encore tout naïvement à la bonté divine de l'Occident qui vient les aider et vers lequel Occident, certains pensent encore légitime, logique, normal de se tourner pour quémander une quelconque manne? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, l'éducation est essentielle. La sensibilisation est essentielle. La conscientisation est essentielle. Et c'est justement cette démarche de conscientisation et de sensibilisation qui fait peur à l'Occident. Parce que justement, l'Occident se rend compte que tout son échafaudage de manipulation est en train de s'écrouler. Parce que justement, il y a une vague de conscientisation, il y a une nouvelle vague d'Africains qui comprend très bien ce qui est en train de se passer et qui est prête à donner sa vie pour justement empêcher que les désidérata machiavéliques de l'Occident ne continuent d'avoir cours. Alors, il y a la sécurité. La sécurité, en réalité, quand vous regardez la configuration de l'Afrique et quand vous regardez l'actualité, que vous faites même un saut également dans l'histoire de l'Afrique, vous vous rendez compte que l'une des problématiques majeures en Afrique, c'est la sécurité, oui, ou plutôt l'insécurité face à laquelle l'Afrique se trouve. Vous allez en RDC, au Nord Kivu, c'est l'insécurité totale. Pourquoi? Parce qu'il y a du cobalt, parce qu'il y a du coltan, parce qu'il y a du pétrole, parce qu'il y a de l'or, parce qu'il y a un certain nombre de richesses. Vous allez au Mali, c'est la même chose. Vous allez au Niger, c'est toujours des foyers de tension. Vous allez au Tchad, c'est la même chose. Vous allez en Centrafrique, vous allez au Cameroun, à l'extrême nord, ça s'est calmé, mais nous avions la fameuse secte de Boko Haram. Allez savoir qu'est-ce qui se trame derrière. Vous avez au Nozo, nord-ouest, sud-ouest, des instabilités. La question majeure en Afrique aujourd'hui, c'est l'insécurité. Et il est primordial, il est capital que les Africains trouvent les solutions à justement sécuriser leur territoire. Parce qu'il n'est pas possible d'éduquer, il n'est pas possible d'avoir une économie prospère quand on est en proie à l'insécurité. Ce n'est juste pas possible. Il n'est pas possible de se réapproprier son histoire, de se réapproprier sa culture, de revivre, en tout cas, de remettre sur la table, en tout cas, de se reprojeter une Afrique glorieuse telle qu'on l'a connue dans des temps passés, s'il n'y a pas de sécurité. Donc, il est extrêmement important, il est crucial que les Africains comprennent cette notion de sécurité-là. Évidemment, il est question maintenant de se demander comment, puisque l'Occident est en train de s'organiser telle une solution finale pour un assaut sur l'Afrique pour s'accaparer définitivement des richesses de l'Afrique. Alors, il est question que les Africains, par la sensibilisation, je l'ai dit tout à l'heure par le canal de l'éducation, oui, soient déjà conscients, parce que les populations seules, avant même de parler de dispositifs militaires, les populations seules sont un gage de sécurité pour le continent. oui. Parce que imaginez-vous que la majorité de la population africaine est conscientisée et est au fait des enjeux sécuritaires qui la menacent et dont elle doit se prémunir. Il est évident que mobiliser, aucune armée ne pourra rien contre cette population-là. Mais l'étape d'après, c'est s'organiser militairement d'un point de vue concret. Et vous ne pouvez pas, et là je touche donc le point de la sécurité et des enjeux économiques, vous ne pouvez pas prétendre vous développer ou alors sécuriser votre territoire en vous approvisionnant en armes chez ceux qui en réalité veulent vous asservir. Il y a un paradoxe, Steve. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à acheter des armes, à vous équiper militairement, Oui. à l'endroit, en tout cas chez ceux qui, justement, ont des raisons de vous créer l'insécurité, qui permettent le chaos et qui entraînent le pillage à ciel ouvert qu'ils veulent
pérenniser. Il est donc question que l'Afrique réfléchisse. On a tout ce qu'il faut, on a des scientifiques, on a des personnalités dans tous les domaines, on a des connaissances dans le domaine technique, dans le domaine technologique, dans le domaine des sciences. Il est temps que les Africains commencent à penser à leur industrialisation militaire. Et ça a commencé, parce que je pense que vous êtes au courant qu'il y a quelques semaines, le Nigeria a mis sur pied son premier prototype de blindé. Oui. Et c'est un très bon exemple à suivre. Parce que j'insiste sur le fait qu'il est paradoxal, il est temps que les Africains aient cette grille de lecture. Il est paradoxal de s'approvisionner en armes, de demander aux Occidentaux, qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on soit fort militairement, de nous fournir des armes. Vous comprenez bien que non seulement ils vont calibrer le volume des armes selon ce qu'ils savent être nécessaire pour nous laisser à leur merci, mais aussi les armes qu'ils vont nous fournir, ils ne sont pas idiots à ce point pour nous fournir des armes de pointe qui permettront de nous défendre contre eux. Comment peut-on penser que ceux qui ont intérêt à maintenir leur hégémonie et leur impérialisme sur notre continent peuvent désirer que nous soyons libres économiquement via, par exemple, notre monnaie? Si l'Afrique a sa monnaie, enfin, parlons ne serait-ce que des pays de la zone CFA, mais comment est-ce que la France va s'en sortir? Comment est-ce que la France va survivre? Si la France laisse tomber le Niger, je vous rappelle que 2 ampoules sur 3 qui brillent en France, c'est grâce à l'uranium du Niger, que Areva désormais Orano pille depuis au moins 50 ans. Si la France laisse le Tchad, laisse le Cameroun, laisse le Gabon, la Côte d'Ivoire, mais les voitures françaises ne vont plus démarrer. Les Français ne pourront plus aller au travail. Où est-ce qu'ils vont prendre leur carburant? Si la France n'avait pas créé le chaos en Libye pour le pétrole, en tant que bras armé de l'impérialisme américain qui derrière tient les ficelles, est-ce que les Occidentaux seraient en train de prospérer aujourd'hui? Si l'Occident ne continue pas de maintenir l'insécurité dans le nord et le sud Kivu en RDC, je crois que aucun portable ne fonctionnerait. Apple fermerait. Je crois que Apple fermerait, qui fait les iPhones. Et sans oublier les autres également. Et sans oublier tous les autres. Parce que c'est ce coltan-là. Les ordinateurs et tout ce qui va avec. C'est ce coltan, exactement. Dell, Sony et tout le reste, ce sont des entreprises qui fermeraient. Parce que c'est ce coltan-là qui alimente tout ce matériel. Alors, quand je dis ça, c'est bien pour montrer qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique s'émancipe. Ils n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique se libère. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités et de nous mobiliser aussi bien au niveau de l'éducation qu'au niveau sécuritaire et enfin d'obtenir le sésame de notre autonomie économique. Et pendant ce temps, je vais me tourner vers vous, Omer Seda. Vous êtes enseignant et on ne va pas également oublier que vous êtes en thèse de doctorat actuellement. La France ne fait jamais rien au hasard. Lorsqu'elle donne un nom à une opération, ça signifie qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Je prends le cas par exemple de l'opération Sangaris, c'est un papillon. Barkhane, c'est une dune de sable. Et cette fois-ci, on parle de Orion. Eh bien, Orion, dans la mythologie grecque, est un chasseur géant de la mythologie grecque réputé pour sa beauté et surtout pour sa violence. En fait, c'est pour nous faire comprendre aujourd'hui que cette opération Orion qui arrive, elle sera très violente. Votre question m'oblige à mettre un point d'honneur sur un point qui me tient à cœur. C'est de rappeler que nous sommes, nous, les enfants des esclaves, sommes des hommes de cœur. Et les peuples de France, ces peuples frères, ne sauraient être nos ennemis. Nous avons plutôt un problème personnel avec ceux qui nous traitent d'aboyeurs. Cette oligarchie française qui n'a que mépris pour le continent africain. Paul est là, me permet là de lui voler certains propos. Il a si bien dit, la France est la face hideuse de l'impérialisme occidental. La France est le garçon de course de l'hégémonisme américain. Mais alors? La pute de parking, comme l'a dit hier. Exactement. Faut faire attention quand même, les gars. Il n'y a pas à faire attention, c'est la vérité. Il n'y a pas à faire attention, c'est la stricte vérité. Je pourrais faire simple en posant la question simple.
qui est réellement la France? Qui se cache derrière ce nom, ce pays qui est l'autre triste de tous les débats de maître à travers le monde? La France, c'est ce pays qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de gisement de pétrole, mais c'est curieusement un pays qui détient des réserves d'or extraordinaires à travers le monde. Oui. Alors il faut bien se poser la question de savoir où est-ce qu'il puise toutes ces richesses. La France, c'est ce pays qui est tourné vers l'Afrique, mais pas dans cette mission civilisatrice, comme on l'a souligné hier, le frère 3A. Mais cette France est en Afrique, justement, parce que la Banque centrale de France, nous avons là 15 États africains qui ont enfoui, confisqué dans le trésor français 60% de leurs réserves. Ça veut simplement dire que la France est un pays radin. C'est un pays sensu, si vous me permettez l'expression. C'est un pays qui vit sur le dos de l'Afrique. La preuve, allez voir ou allez chercher à comprendre ce qui est arrivé à tous les présidents qui ont cherché à lever la tête contre cette monnaie de singe, le franc CFA. Ils ont été assassinés. Vachement, il faut bien utiliser cet adverbe, vachement assassinés. Lâchement. La France, c'est ce pays aux grands ailes. Ces présidents qui se baladent en Afrique, accueillis en grande pompe, oui, par des présidents, mais qui doivent tenir des discours humiliants, des discours d'imbécilisation vis-à-vis des présidents africains. Qui a pu dire que l'Afrique n'est pas entrée suffisamment dans l'histoire? Dans l'histoire. Qui a pu dire que les Africains accouchent, on dirait, des porcs? Mais ce peuple de France est un peuple généreux, mais qui a la maladresse d'avoir à sa tête des hommes cyniques. Et ces hommes cyniques, depuis la conférence de Berlin, pour faire un détour dans l'histoire, ils ont, avec la complicité de leurs cousins mondialistes, choisi de faire de l'Afrique, ou du moins de balkaniser l'Afrique, de morceler l'Afrique, et la conférence de Berlin en elle-même qui a été déjà qualifiée de partage de l'Afrique. Mais l'Afrique serait-elle un gâteau à se partager? Et cette France, pour donc s'assurer mathématiquement qu'elle aura la main mise sur toutes les ressources, quitte à assassiner vachement les leaders africains, panafricanistes bien entendu, va tout faire pour rentrer dans un scénario de manipulation diplomatique avec les puissances qui sont sorties de l'ombre, qui s'imposent de plus en plus sur le continent africain. Je veux parler de la Russie, je veux parler de la Turquie. Allez savoir ce qui se passe du côté de la RCA. Quand la Russie s'est imposée, du moins est venue en aide, est venue en soutien à ce pays qui, pratiquement depuis une cinquantaine d'années, ne vit que dans l'instabilité. Mais, curieusement, avec la présence des bases militaires françaises, aussi nombreuses soient-elles, vous avez parlé de l'opération Balkan, opération Sangaris, opération Serval. À quoi servent toutes ces opérations? On est là à parler de l'insécurité. Vous croyez forcément que les peuples d'Afrique sont des peuples haineux, des peuples de guerre? Non. L'insécurité qui a cours en Afrique est une insécurité voulue, orchestrée, alimentée, entretenue par Paris. Je l'ai tantôt dit. Allez voir là où il y a la pauvreté, il y aura plutôt la sécurité. Mais là où il y a des richesses, c'est l'insécurité totale. Ça pose un problème. Nous sommes obligés de faire une lecture de second degré. Comment pourrait-on se retrouver dans des espaces géographiques où nous avons une présence militaire française avec tout ce que cela suppose comme logistique? Nous leur concédons cet aspect. Ils ont cette haute technologie. Mais comment est-ce que c'est dans ces zones que l'insécurité est galopante? Ça veut simplement dire que, au nom du coltan, au nom de l'uranium, au nom du pétrole, ça se tue à merveille, ça se tue à ciel ouvert, et la France ne lésine pas sur les moyens. L'opération Orion que nous annonçons
pour 2023 n'est que la résultante d'un esprit machiavélique occidental, français particulièrement, qui s'est installé en Afrique avant même déjà les indépendances. Parce que, faut-il le rappeler, l'Afrique est la terre nourricière de l'Occident. Monsieur Ilala l'a dit. Si l'électricité, ça brille partout dans les rues de Paris, mais c'est justement parce que il y a l'obscurité quelque part. Si ça se mange à merveille à Marseille, à Bordeaux, c'est parce que quelque part il y en a qui crevent de faim. Si, en réalité, les gens peuvent permettre ou se permettent de supprimer les émissions de DBS, c'est parce qu'il y a le coltan, c'est parce qu'il y a des ressources qui permettent de faire fonctionner leur grande entreprise tout en avilisant, tout en imbécilisant, tout en narguant ceux-là même qui sont producteurs de ces richesses. Je sors en disant simplement que M. Ella, ce brillant analyste, a tout dit. L'Afrique doit comprendre qu'il y a des enjeux nouveaux qui s'imposent, les enjeux de l'éducation. Tant que nous n'allons pas comprendre que ces bienfaiteurs qui ne sont autres que des mesquins, qui se présentent à nous comme, je vais dire, les thèmes de coopération, hein, vous me permettez, même s'il y a un peu trop d'émotion, de revenir là sur une image forte de ce digne fils d'Afrique, Thomas Sankara, lorsqu'il parlait d'encourager l'aide qui nous aidera à nous passer de l'aide. Vous comprenez que les gens viennent nous dire qu'ils viennent nous aider. Ah ben, ils sont venus nous aider pendant la colonisation et les yeux fermés, en les rouvrant, nous n'avons plus de terre. Ils ont dit venir nous aider et du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés avec une monnaie de singe, mais qui fait la fierté de la Banque centrale. Ils se sont dit qu'ils viendront nous aider, encore tout récemment, avec, vous parlez de quoi? Coronavirus. Ils ont dit qu'ils venaient nous aider. Mais allez savoir tout ce qui se cache derrière toutes ces choses. Monsieur Paul l'a si bien dit, et je ne pense pas pouvoir trouver les mots justes pour renforcer son idée. Mais je dis simplement que l'heure est venue que les Africains comprennent que l'école panafricaine devient une urgence absolue. Il faudrait que nous comprenions que la misère qui a cours en Afrique est la conséquence d'une manigance, d'une machination purement voulue par l'Occident, avec pour bras séculier la France. Si Muammar Kadhafi a été sauvagement assassiné, c'est simplement parce que le pétrole, la Libye, il fallait franchement avoir main basse sur ses richesses. Si Laurent Gbagbo a été humilié, mais c'est seulement parce que si Paris perd la Côte d'Ivoire, il faut tout faire pour maintenir ce sous-préfet. Sankara, je vais dire Ouattara. Oui. Ce fameux personnage pour permettre aux Français de vivre plus aisément en Afrique que les Africains. Et ça concourt à parler de cette théorie de l'Afrique sans les Africains. Ça veut dire 60% des richesses d'Afrique, il faudrait par tous les moyens s'accaparer de ces richesses, quitte à les tuer, quitte à les assassiner, quitte à les imbéciliser, quitte à les infantiliser, et dire que l'Europe, la France, ne doit s'assurer qu'à la misère de l'Afrique. Mais malheureusement pour eux, les fils des aboyeurs, ils sont sur leur chemin, et nous ne les irons pas sur les moyens. Le chemin est long, certes, mais nous continuerons cette bataille de sensibilisation, cette bataille d'éducation, afin que nous comprenions que le Gaulois n'est pas ce généreux coopérant que nous avons tant vanté, mais c'est plutôt ce commerçant véreux, je dirais, ce personnage qui est dans un chemin d'exploitation à outrance. Et je dis simplement, continuons la lutte malgré l'adversité. Merci à vous, Omer Seda, pour cette première prise de parole. Albert Anatola, ici je parle toujours de Orion, ce grand chasseur, ce chasseur géant de la mythologie grecque, réputé pour sa beauté et surtout sa violence. Est-ce à dire aujourd'hui que la France va à la chasse au trésor, à la chasse aux richesses? Et quand on sait pertinemment que depuis des années aujourd'hui, on parle de recolonisation de l'Afrique. Écoutez, je vais dire des choses un peu compliquées ce matin. Certainement, on va encore vous censurer, comme ça a vu ce qu'il ailleurs. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Je voudrais
prendre en compte deux éléments de votre argumentaire, notamment la beauté et la violence d'Orion. Oui. La beauté réside en la ruse. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il s'est tenu dans une ville française une campagne de séduction des Africains, soi-disant pour les aider à relever leurs économies, après la pandémie Covid-19. Un pays qui a Forum sur les économies africaines. Un pays qui a savoir ce que ça signifie. Un pays qui a un déficit budgétaire chronique de près de 10% a la prétention de venir aider des Africains. Avec une dette colossale, avec un endettement colossal de près de 3 000 milliards d'euros. Voilà donc un pays qui vient vous aider. Et il y en a qui ont cru, et qui croient toujours. Bon, je voudrais bien croire, tout en entrant dans la fiction, que ce puisse être possible. Bon, alors, est-ce que la Banque mondiale, le FMI, la France, que le Club de Londres et consorts ont jamais donné quelque chose à quelqu'un pour rien? Jamais. Je vous réponds tout de suite. Alors, ça c'est donc un peu la beauté d'Orion. Maintenant, puisque les nationalistes, les panafricains sont là pour leur dire, pour vous rappeler à ceux qui nous gouvernent que on n'a pas besoin de faire la manche, n'est-ce pas, à celui qui nous fait la manche, ça devient un problème. Parce qu'il faut le dire. Parce que je ne sais pas comment un mendiant peut aider quelqu'un qui, lui, il vit dans l'opulence. Comment un mendiant peut... Non, dites-moi, expliquez-moi par quelle théorie. C'est paradoxal. Comment un mendiant qui est assis sur la voie publique peut avoir la prétention de vous aider, monsieur Ngoz? Ça veut dire que si vous acceptez cela, ça veut dire que c'est vous qui avez un problème avec votre logiciel. Deuxième chose que je voudrais convoquer, c'est que aujourd'hui, je l'ai indiqué dans l'émission d'hier, qui a été également partiellement censurée, nous avons un personnage qui a rendu un très mauvais service à l'Afrique et aux Africains. Je suis désolé de le dire, on ne tire pas sur les combien ni sur les morts. Monsieur Frédéric Houphouët-Boigny n'a pas rendu service à l'Afrique. Je l'ai dit hier, je le répète. Parce que vous savez, les accords d'OCR qu'il a signés avec De Gaulle ont les conséquences sur le continent africain. Il n'était pas le seul, hein, Albert Anatola, ici. Hassan II en faisait partie. Non, je veux dire qu'Hassan II... Et Yadema en faisait partie. Non. Omar Bongo en faisait également partie. Il ne faut pas également les oublier, Albert Anatola, ici. Le précurseur... Le précurseur, on sait que c'est lui. Non, je veux dire le précurseur et le cofondateur de la France-Afrique, c'est Houphouët-Boigny. C'est pour ça que je mets l'accent sur lui. Les autres l'ont suivi. C'est-à-dire Hassan II, Omar Bongo, Sassou Nguesso et les autres. Ils l'ont suivi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, que lorsque vous avez de tels personnages qui sont même pas dont l'histoire n'est pas dit d'être enseignée dans nos écoles, ça nous renvoie à ceci qu'il faut se réapproprier, ce qui nous revient de droit, par tous les moyens possibles. Je voudrais maintenant revenir à ce projet qui est annoncé par Paris, notamment une opération, un conflit d'envergure. Beauté et violence, hein. Non, il n'y a pas de il n'y a que la laideur dans la guerre. Je n'ai jamais vu une beauté quelconque dans la guerre. Voilà. Je pense que ceux qui ont fait la guerre vous dire qu'il n'y a pas de beauté dans la guerre. Peut-être que ce sont les crépitements des armes qui peuvent vous donner l'impression qu'il y a la beauté là-dedans, mais les conséquences sont hideuses. Sur le continent, vous avez convoqué dans votre chapeau la France qui va mobiliser 10 000 hommes, c'est-à-dire il y en a qui vont être recrutés parce que, officiellement, il s'agit de renouveler les effectifs de l'armée française ainsi que sa logistique qu'il faut moderniser. Et pour moderniser vos effectifs ou bien engager un projet générationnel de votre armée, vous n'avez pas besoin d'alliés comme la Belgique qui a acheté une partie de la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas besoin d'avoir comme allié la Grande-Bretagne, dont on connaît les méfaits, tant lors de la colonisation qu'au niveau, n'est-ce pas, de la City de Londres, à travers son influence financière. Vous n'avez pas besoin d'avoir comme allié les États-Unis, qui, dans le cas, n'est-ce pas, des protocoles de Toronto, sont cette ville-là qui est l'industrie qui gère, n'est-ce pas, la diplomatie militaire. Ça veut dire qu'il y a justement une envergure, ça veut dire qu'il y a une opération d'envergure, je veux dire,
internationaux qui s'annoncent. Les analystes disent que ils sont les États du monde qui sont dans la ligne de mire. Parce qu'ils disent l'Europe, dans votre papier, vous avez dit que l'Europe sera en guerre contre un État du monde, un truc comme ça. Bon, les pays européens seront en guerre contre un État du monde. Soit un État de l'Afrique du Nord, d'ailleurs, il faut bien préciser. Parmi ces États-là, il y en a 3 qui sont cités. Vous avez la Russie, la Turquie, la Russie et un État du Nord, un État de l'Afrique du Nord. Oui. C'est ce qu'il déclare d'ailleurs avec des économistes. Mais nous savons également qu'ils font de la diversion, c'est trop précis pour qu'on puisse croire. C'est tellement précis qu'on ne peut pas croire que c'est sera ça. Et puis le timing de 2023, je peux vous dire que ce sera avant. Ce ne sera pas après. Ce ne sera pas en 2023, ce sera avant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la pression, la vague panafricaine est tellement forte qu'aujourd'hui, il est question de plus en plus de demander d'abord le démantèlement des bases militaires occidentales qui sont sur le continent africain. Vous en avez qui sont les bases françaises, les bases américaines, on n'en parle pas beaucoup. Vous avez les bases chinoises, on n'en parle pas trop. Vous avez les bases belges, on n'en parle pas trop. C'est important. Il faut qu'on démantèle justement ces bases-là. Et le travail, j'allais dire, uniment, qui est fait par les défenseurs des droits humains et des droits de l'homme du côté de la RD Congo, du côté du Niger, du côté du Mali, du côté de la République centrafricaine, du côté, j'allais dire, du Tchad, ça vous donne juste le tableau. Oui. Même au niveau de mon pays, c'est-à-dire le Cameroun, nous verrons ce que cela comporte. Bon, ce n'est pas anodin, il n'est pas anodin qu'on puisse retrouver des armes dans l'ambulance d'une ONG qui a vocation à porter assistance aux personnes dans les zones de guerre, notamment, pour ne pas le nommer, Reporters sans... Non. Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, qui fait pression, une ONG qui fait pression à un gouvernement pour reprendre ses activités. Mais il faut le faire. Il n'y a que sur le continent africain qu'il paraît que chose peut exister. C'est-à-dire une ONG qui fait pression et qui est accusée, n'est-ce pas, d'intelligence avec les terroristes dont les activités ont été suspendues sur notre territoire, qui fait pression au gouvernement pour reprendre ses activités. Il faut le faire. Il faut vraiment, il faut le faire. Et quand il faut faire ces choses, il faut être vraiment très très audacieux. Et ce n'est pas de l'audace qui manque justement aux Français et à leurs alliés. Puisqu'ils savent que les Africains, bon, ils peuvent bien aller, mais ils ne feront jamais rien. Ces peuples n'ont pas de mémoire historique, ils s'appuient là-dessus. Nous en avons. Malheureusement pour eux, nous en avons la mémoire historique pour laquelle je convoque les événements historiques, les actes historiques qui ont été posés par certains de nos ancêtres, c'est-à-dire un premier chef Félix Houphouët-Boigny qui a signé avec De Gaulle les accords OCRS qui consacrent l'exploitation exclusive et indéterminée du Sahel par la France. C'est-à-dire que Paris, la liberté de venir au Niger, polluer l'environnement, tuer les enfants nigériens, prendre de l'uranium pour aller faire tourner, n'est-ce pas, ces centrales nucléaires, faire fonctionner son économie. La Belgique peut venir en RD Congo, exploiter avec les Américains, parce qu'il faut aussi citer cela, bien sûr. Aller justement en RD Congo, dans les gisements, n'est-ce pas, d'or, de pétrole, dans les mines d'uranium et consorts, polluer l'environnement, tuer s'il le faut, que les terres, qu'il y ait des éboulements de terrain sur les nourrissons, les femmes enceintes, ce n'est pas leur problème, mais ils sont les défenseurs universels des droits de l'homme et des droits humains. Ce n'est pas leur problème. Et je voudrais quand même vous dire que pour le cas de la RD Congo, vous avez, n'est-ce pas, des pistes d'atterrissage qui se trouvent à l'intérieur d'une forêt dense, où les avions atterrissent et décollent, hein, à l'intérieur desquels se retrouvent de l'or et du pétrole. Voilà donc. Alors moi je pense que quand nous avons placé ce tableau, ce qui, à mon sens, est essentiel et fondamental, c'est que disaient les Africains. Je ne veux pas parler des dirigeants parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a des luttes qui n'intéressent ni les dirigeants, ni ceux qui en profitent, n'est-ce pas, les endroits comme vous les appelez. Il s'agit là, ce sont les peuples qui souffrent et qui en paient le prix. Donc je pense que pendant les Africains, lorsque je parle des Africains,
Je parle de la masse critique, de la jeunesse africaine, celle qui est debout, la jeunesse du Mali, du Tchad, de la Centrafrique, éventuellement de Togo, parce que même de ce côté-là, il y a également un gros problème, justement, d'embrigadement des libertés fondamentales, parce qu'on voudrait, à mon sens, emprisonner les opinions, emprisonner la vague qui arrive là. Je pense emprisonner les jeunes, hein, il faut pas le préciser, parce qu'au Togo, il y a ce qu'on appelle l'interdiction de manifester. Vous avez une interdiction totale et entière de manifester, sinon vous allez en prison. Je pense à la jeunesse sénégalaise, parce qu'il faut le dire. Parce qu'ils ont mis leur sous-préfet aux affaires, ils ont le droit d'avoir signé leur deal entre eux, mais dès lors qu'il s'agit de nos États qui ne sont pas la propriété des dirigeants, ça pose un problème. Ils ont cru en Macky Sall au départ, hein, Albert Anatola, ici, malheureusement, il n'y croit plus. Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, Paul a commencé à engager un certain nombre de réflexions quant aux solutions appropriées. La première chose à faire, c'est d'abord démanteler les bases militaires qui sont sur le continent africain, parce que vous ne pouvez pas lutter avec quelqu'un alors qu'il est présent sur votre territoire. Ça devient très dangereux, il faut commencer par tous les moyens possibles, les dégager. Deuxième chose qu'il faut faire, hier, dans la thématique d'hier, nous avons évoqué la problématique, la question de la monnaie. Vous avez tout à l'heure posé la question de savoir comment la France fait-elle pour financer une telle opération. Mais le franc CFA est là. Ça lui produit plus de 500 milliards d'euros par an, pratiquement, le franc CFA. Mais c'est avec ça que la France finance, non seulement paye sa dette intérieure et extérieure, mais c'est avec ça qu'elle finance toutes les criminalités qui sont perpétuées hors du continent africain. C'est avec ça qu'elle nous endette. C'est avec ça qu'elle nous endette. C'est-à-dire qu'à travers le FMI, la Banque mondiale, on vous dit qu'on vous envoie de l'argent, mais c'est pour faire tourner leur multinationale. Puisque notre économie est tournée vers les importations. Donc c'est pour faire tourner leur multinationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est question justement d'abord de commencer par ces deux mécanismes-là, c'est-à-dire démanteler les bases militaires qui sont sur le continent africain, parce que la réciprocité serait absolument inacceptable. Je ne vois pas un pays, les États-Unis ont d'accepter que la Chine aille par exemple mettre une base militaire sur le sol. Je ne verrais pas, n'est-ce pas, la France, les dirigeants français, ou les politiques français, accepter que le Mali aille mettre une base militaire, justement, dans les Pyrénées orientales. Vous avez tout à l'heure dit que, non, c'est là qu'il a indiqué que non, que nous n'avons rien à faire, nous n'avons affaire qu'aux dirigeants français, non pas au peuple français. Non, ils sont compris, le peuple français est compris de ce qui se passe. Ils sont désormais au courant. Avant, ils n'étaient pas au courant. Ils étaient, leurs élites politiques, leurs médias leur disaient que Paris était en mission civilisatrice sur le continent africain. Désormais, ils sont au courant que Paris est en mission de déstabilisation, de criminalité sur le continent africain. Paris est en mission, n'est-ce pas, de destruction sur le continent africain. Il faut le dire, ils sont désormais au courant. Ils savent que l'ampoule qui éclaire leur maison vient du continent africain, vient de l'uranium africain, qui est exploité par des enfants qui n'ont pas d'électricité chez eux, qui ont même de la peine à prendre 2 repas par jour. Et que s'ils vont en vacances, comme ils sont en vacances aujourd'hui. Quand ils vont en vacances, c'est le pétrole qui est exploité du côté du Cameroun, de la haie du Congo, c'est l'or qui est exploité du côté du Mali, au prix du sang. Ça, c'est important. Et s'ils ont les smartphones, les iPhones, ce sont les enfants, ce sont les gamins qui ne vont pas à l'école, parce que les enfants, ils vont à l'école. Hein. En haie du Congo, les enfants ne vont pas à l'école. Bien au contraire. C'est pareil pour la Tanzanie, mais il n'y a pas que le groupe de qui est concerné, c'est-à-dire le Congo, le Rwanda, les autres. Même en Tanzanie, vous avez ce genre de scandale où vous avez des enfants de moins de 4 ans, 5 ans qui se retrouvent dans les mines pour extraire de l'or et qui sont très maltraités. Or, il me semble que l'Organisation internationale du travail interdit le travail des enfants. Mais j'attends toujours de voir le son de cloche de celui-là. On entend toujours Albert Anatola ici, apparemment, comme le disait la chanson, on entend l'enfant, mais l'enfant ne vient pas. Vianney Keljon, je vais me tourner vers vous. Jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, l'Afrique a énormément souffert. L'Afrique a souffert de tous les maux, souffert de toutes les maladies, souffert, on l'a dit, de toutes les guerres et de tous les conflits. Où sont les chefs d'État africains? Ne préparent-ils pas quelque chose eux aussi? N'ont-ils pas de vision? Où sont passés également les Africains? Steve, il faut déjà noter que l'Afrique a toujours été le terrain de jeu des Occidentaux et des occidentalistes, comme le disait mon compagnonniste Omer. Il faut noter que l'Afrique a été très longtemps le terrain
de nombreuses expériences, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit même sur le plan économique. Ça veut dire que les Européens, du moins quand je dis les Européens, les Occidentaux, pour mener à bien leurs recherches et pour avoir leurs cobayes, généralement, ils se déportaient en Afrique et ils y menaient leurs expériences pour voir en réalité les résultats et essayer de les appliquer sur leur population quand ils étaient bons. Quand ils étaient bons, ces Européens-là s'en vantaient. Et vous aviez tous ces grands noms qui arrivaient et puis, bon, ça, on ne va pas les citer. Quand c'était mauvais, ils s'en dédouanaient. Oui. Et ils vous disaient qu'attention, ils n'étaient jamais là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, ils avaient toujours ce que moi j'appelle des larbins. Communément, nous on les appelle les endocolons. Donc, ces gens qui ont pris parti, ont porté sur eux la vision de l'Occident, la vision occidentale. Et ont décidé de mettre cette vision-là, je ne vais pas dire à profit, mais ont décidé d'implémenter la vision occidentale en Afrique. Voilà donc ces gens-là que, en majeure partie, nous avons dans nos institutions. Je sais que ça jase souvent quand on évoque ce sujet, parce que oui, il est question souvent de protéger les nôtres, mais il ne faut pas oublier qu'en faisant un mauvais diagnostic, Oui. on applique un mauvais traitement. Donc, il faudrait qu'on comprenne aujourd'hui que, déjà, d'abord, il faut le préciser, je crois que personne, moi le premier, personne n'est là pour, en fait, pour peut-être, je vais dire quoi, pour fustiger tel ou tel chef d'État, non. Nous sommes là pour demander à ce que les choses rentrent à la normale. Et quand je l'ai dit, je reviens à ceux qui nous dirigent. Trois a fait mention de Félix Houphouët-Boigny, qui a été donc à l'origine de la France-Afrique. Quand vous prenez juste ce président... Ce lugubre personnage. Bon, si vous allez dire ça, bon, je veux pas employer ce terme-là. Mais quand vous prenez, vous lisez les conventions, du moins 3 ans est longtemps revenu là-dessus, je vais pas plus longtemps épiloguer. Quand vous vous rendez compte de ce qui est derrière, ça fait froid dans le dos. Vous vous demandez si une personne normale peut, du moins, faire passer de tels accords si elle aime ses populations. Voilà en réalité les endocolons. Quand vous prenez par la suite, Omer l'a dit tout à l'heure, un président comme Ouattara, et là aussi, d'aucuns vont nous accuser très vite de faire une ingérence dans la politique interne. Non, c'est pas ça. Vous savez. Mais, quand vous prenez, vous voyez la relation incestueuse qui est entre ce président et les dirigeants français, mais vous vous rendez compte que là, il y a un problème. Moi, je vous poserai d'ailleurs la question, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui de bon ton pour les pays africains de former une armée africaine? Je crois entièrement, totalement. On a eu des projets, par exemple, c'est Albert Anatola ici, qui aime souvent revenir. La force africaine, en attente, qui devait être ici à Douala, Mornay. Qu'est-ce qu'on attend justement pour avoir une armée? Je crois que des projets du genre, il y en a eu, donc du moins sur des conceptions du genre, il y en a eu encore et encore, enfin, il y en a eu tellement qu'on ne peut même pas citer. L'objectif même de l'Union africaine était justement de créer ou bien de superviser ce genre de projet-là. Oui. Ce qui veut dire qu'en partant de l'Union, quand on parle de l'Union africaine, pour maintenant créer une certaine souveraineté et monétaire et militaire de l'Afrique. Mais justement, on s'est rendu compte que le projet, du moins l'Union africaine, avait du plomb dans l'aile, déjà, de par son financement. Ah oui. Parce que croyez-moi, celui qui tient le porte-monnaie, généralement, il décide. Est-ce à dire aujourd'hui, messieurs, je vous pose à vous tous d'ailleurs la question, est-ce à dire aujourd'hui que les Africains n'ont pas d'argent, à eux tous, non, écoutez, pour faire une armée, justement, pour former une armée unique sur le continent africain? Je voulais en arriver. Je voulais arriver.
vous avez justement les Africains ont ces moyens et c'est même ce qui est déplorable parce que nous sommes, il y a une image, parce que moi j'aime toujours parler avec des images, il y a une image que je crois c'est Charlie Hebdo qui dessinait. Charlie Hebdo a fait le journal satirique. Le fameux journal. Il a dessiné les Africains comme étant des mendiants assis sur une mine d'or. Ça qui veut dire que nous sommes riches en réalité. Nous sommes riches, mais est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes riches? C'est là où est toute la problématique. Est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes riches? Parce que ce qui se passe, et là ça m'amène toujours à revenir vers ces endocollants-là, qui dès lors où on le fait, dès lors où, je vais pas dire qu'on les trompe parce qu'ils sont quand même assez matures, d'aucuns même plus matures que moi, mais dès lors où on les miroite, un semblant de bien-être de l'autre côté européen, ils se disent, bon ok, tant qu'à faire, moi je dois d'abord penser à moi et puis voilà, peut-être avant de penser aux autres. Le problème il est là. Le problème il est là. Donc justement, lorsque vous avez ces personnes-là qui ne pensent d'abord qu'à elles, vous n'aurez jamais de développement parce qu'en ce moment-là, il faut d'abord penser aux autres, au collectif. C'est pour cela que vous aurez des gens, ceux qui pensaient au collectif, qui ont été très très rapidement assassinés. Thomas Sankara, par exemple, qui a dit, vous l'avez dit, qu'on arrête du moins en fait maintenant, qu'on apprenne du moins en fait à demander de l'aide à ceux, je crois que c'est... Oui, c'est ici, on en a parlé. Exactement. Donc, vous avez Muammar Kadhafi, par exemple, qui a été un des précurseurs du moins en fait dans la vision de l'Afrique libre. Qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a assassiné. Des cas comme ça. Sans légion sur le continent. Maintenant, oui. Moi, j'aimerais terminer par un élément, parce que le sujet me tient à cœur aujourd'hui. Le HEM. Hypothèse d'engagement majeur. Quand vous confrontez cela aussi à le nom Orion, qui est beauté et puis violence. Et surtout, vous ajoutez les propos, du moins ceux du ministre, je crois que c'est Le Drian, qui disait effectivement que la France est prête à accepter donc des pertes majeures. Des pertes majeures. Plus que lors de la Seconde Guerre mondiale. Plus que lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous comprenez déjà, en fait, ça dessine directement le tableau macabre. Le plan macabre qui est en train d'être mis en place. Vous comprenez justement derrière donc a fait l'hypothèse, parce que l'hypothèse est une simulation. L'engagement, quand vous avez l'armée, quand l'armée va, du moins ça fait rentrer au front, on dit engager le combat. C'est un engagement. Oui. Voilà. Maintenant, quand vous mettez tout cela à côté, Orion, qui lui est la beauté, donc ce qui veut dire qu'on va venir d'abord nous tromper comme on le fait, on lui miroite. En tout cas, ils ont cessé de nous tromper déjà parce que les panafricanistes et les nationalistes sont debout. Là maintenant, ils ont dit qu'ils vont utiliser la violence. Ils espèrent toujours parce qu'aujourd'hui, si vous traitez d'aboyeur, il traite Steve d'aboyeur, il traite Omer de complotiste et de tous les noms, 3A, je ne sais même pas combien. Nous on accepte ça, hein, ne vous inquiétez pas. Bien entendu, ça ne nous gêne pas, ça nous gêne pas. Le problème n'est pas nous, le problème c'est ceux qui nous suivent en réalité. Est-ce qu'eux aussi ils auront la maturité nécessaire pour comprendre qu'en réalité, maintenant, c'est plutôt le félin qui est en train donc de se confondre maintenant en proie. C'est ça la question. Donc, je termine en disant ceci. Si le peuple africain ne se rend pas compte de ce qui est en train de se dessiner, parce que justement aujourd'hui, on a, bien que d'aucuns peuvent critiquer la Russie et dire ce qu'ils veulent, mais en réalité, les pertes majeures dont ils parlent, c'est parce que ça va se jouer ici sur le terrain africain, et comme les Africains sont maintenant en train de diversifier leurs relations, ils se disent donc effectivement que les relations africaines, qui pèsent déjà à peu près, les Français du moins seront confrontés à ces relations-là, et bien entendu, ça va causer des pertes majeures dans leur rang. Voilà pourquoi ils se disent qu'ils sont prêts à accepter, en d'autres termes, ils sont prêts à affronter qui la Chine, qui la Turquie pour l'Afrique. Merci beaucoup, Vianney Keldjo. Monsieur, je vous pose la question à tous en 2 minutes avant de commencer à lire les messages de nos téléspectateurs. Ce matin, Albert Latola ici voulait justement réagir rapidement. Qu'est-ce que les Africains, d'ailleurs les États africains attendent pour former une armée? Est-ce l'argent qui manque pour 54 États africains, ou alors c'est parce que au sein même justement de cette organisation, il y aura des divisions parce que certains travailleront pour l'Occident? Non, disons, c'est à la fois cela, c'est pas à la fois c'est pas cela. J'explique. Vous avez eu un programme militaire qui a été annoncé. Il y a eu un certain nombre il y a eu divers groupes justement de travail qui ont été mis en place.
dans la mise en place, dans le cadre de la mise en place de la force africaine attend. Vous savez qui a torpillé le projet? C'est Paris, avec Washington. Et maintenant, ils ont manipulé, ceux qui ont l'habitude de manipuler au niveau sur le plan continental. Oui. C'est un, on dit non, on n'a pas les moyens pour aller, on n'a pas assez, nous n'avons pas assez d'éléments, d'effectifs dans notre armée, parce qu'il était question que chaque pays met à disposition au minimum 250, je crois, c'était autour de, je crois c'est 200 éléments dans votre armée, c'est-à-dire notamment pour ce qui concerne l'armée marine, l'armée de marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, c'est-à-dire les meilleurs éléments. Des questions que chaque pays africain, n'est-ce pas, met à disposition au moins 250 éléments avec évidemment les contributions financières. Oui. Paris, comme d'habitude, ils sont toujours en train de mettre Paris dans leurs choses. Paris a torpillé le projet. Vous avez en Afrique de l'Est, je crois, il y avait le Ecomol qui était de ce côté-là, qui était une force d'interposition qui permettait justement de régler des problèmes de sécurité, de maintien de la paix de ce côté-là. Ça a également été torpillé par qui? Washington et la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne. Je pense qu'il s'agit davantage d'un problème politique que de moyens financiers ou humains. Parce que nous avons des pays qui ont de la ressource. Le Cameroun, beaucoup ne le disent pas, à travers son armée, envoie des forces d'interposition dans divers pays en Afrique. Ça, il faut le dire. Et en même temps, il est engagé sur son propre territoire sur plusieurs fronts de guerre. Vous avez l'Afrique du Nord qui ne joue pas souvent très très franc jeu. Ils ont leur diplomatie qui est assez partielle, ils déclarent qu'ils sont blancs, Albert Anatole ici, qu'ils font partie de l'Afrique subsaharienne. Mais quand ça va venir là... Je vous dis, comme ils pensent, ils disent qu'ils sont blancs. D'accord. Ils sont des leucodermes, ils ne sont pas des mélanodermes. Ce que moi je rencontre dans les rues de Douala, notamment les Libanais, les Marocains, ils ne sont pas blancs. Ça, pour moi, ils ne sont pas blancs du tout. Mais ils maltraitent les... Non, c'est vous qui voulez qu'ils maltraitent, c'est vous qui acceptez qu'ils vous maltraitent. Moi, je ne peux pas me laisser maltraiter par un leucodème dans tout cas. Il ne peut même pas entendre que le Codem a maltraité quelqu'un de ma famille. Ça devient un problème personnel à ce moment-là. Je voudrais terminer en disant que aujourd'hui, il est important qu'on réfléchisse d'abord dans une convergence de vues sur le plan d'abord sous-régional, parce que pour aller sur le plan continental, il faut d'abord une intégration continentale, ce qui n'est pas encore le cas. Oui. Parce qu'il faut une convergence politique sur le plan continental. Ce n'est pas déjà le cas. Parce que déjà pour mettre en place la zone de libre-échange, ça fait beaucoup de tralala, beaucoup de tralala qui n'ont plus fini. Donc il faut d'abord, à mon sens, qu'on mette d'abord ce que j'appelais des unités, les forces armées sur le plan sous-régional qui puissent être capables d'intervenir au cas où. Maintenant sur le plan continental, on va voir. Parce que là, on sollicite beaucoup plus les armées qui ont une certaine envergure. Parce que ce n'est pas toutes les armées sur le plan continental qui ont une certaine envergure. Je termine par un autre aspect que nous avons certainement oublié dans notre première prise de parole. Il est fondamental que les Africains sachent, en tout cas ceux qui sont du côté de Paris ou ailleurs, que le projet de Paris va impliquer davantage les Français d'origine africaine ou les Africains qui sont là-bas, parce que ce sont eux qui seront davantage recrutés pour venir combattre un peu comme les États-Unis le font. Merci Albert Anatole ici. Comme sur notre thématique de ce matin, Paul est là, 2023 serait-elle finalement l'année de la Grande Guerre, quand on sait pertinemment aujourd'hui que sur le sol africain, on va le dire comme ça, et surtout parlant du Mali, dans la force Takuba, il y a les Suédois, il y a les Tchèques, il y a les Français, il y a les Américains, il y a tout ce qui va avec, et que sur le continent également, il y a les bases militaires françaises, américaines, chinoises également. Est-ce qu'on n'est pas déjà en pleine guerre ? Et que l'Afrique a déjà perdu d'avance? L'Afrique n'a jamais perdu d'avance. Et l'Afrique ne perdra jamais. En réalité, je préfère répondre par la chute de votre question, oui, en parlant de l'Afrique en termes de solutions. Parce qu'en réalité, en fin de compte, c'est ce qui nous intéresse. Où est l'Afrique? Que fait l'Afrique? L'Occident est libre de s'organiser comme il veut, de faire entendre des bruits de bottes
l'attend de préparer sa guerre par rapport à ses objectifs, par rapport à ses priorités, par rapport à ses projets qui sont à l'encontre des intérêts des Africains. Et la vraie question donc, sans s'attarder sur pourquoi ils le font et comment ils le font et s'ils vont vraiment le faire, je pense qu'on a essayé d'épiloguer à suffisance sur comment on pense que ça peut se passer, mais en fin de compte, il faut bien se dire, et je pense que c'est l'intérêt de cette émission et de toutes celles que nous faisons, c'est des solutions. Que fait l'Afrique? Où est l'Afrique? Alors, j'insiste sur un point, je n'attends rien des chefs d'État africains. Absolument rien. Parce que, voyez-vous, on ne base pas une stratégie sur le miracle. Et qu'il arrive quelque chose de bon venant de nos chefs d'État africains, qui sont pour la plupart inféodés par l'impérialisme occidental, ça relèverait du miracle. Et je ne veux pas baser une stratégie quelconque sur le miracle. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas... c'est insensé. Alors, tant mieux si le miracle arrive. Mais on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas l'attendre de façon passive. Alors, concrètement, ce qu'il y a lieu de faire, c'est mener la révolution par le bas. Et la révolution par le bas, c'est le peuple. Ce sont les populations. C'est ça le véritable enjeu. Chers amis africains, je vous parle ce matin. Je vous dis, Africains, afro-descendants et sympathisants de la cause africaine. Vous êtes nombreux de par le monde. Je vous dis, n'attendons pas de miracle de nos dirigeants parce qu'on ne fait pas de stratégie sur le miracle. Allons sur la base de ce que nous savons et ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est le nombre. Rien ne peut s'opposer au nombre. La population mondiale aujourd'hui, c'est 7 milliards d'habitants environ. L'Afrique, c'est à peu près un quart de cette population. Et je ne vois pas un groupuscule, fût-il puissant, en armement, en argent, en multinational et en stratégie de mensonges propagandistes via les médias mainstream qu'on connaît. Je ne vois pas ce groupuscule, quelle que soit l'armada offensive qu'ils ont, s'opposer à plus de 3 milliards d'habitants. Si on ne prend que ceux-là qui sont dans la voie de la justice et qui veulent en découdre avec l'hégémonie impérialiste occidentale. Donc, j'ai parlé de 3 axes, à mon sens, qui sont la solution. L'éducation, la sécurité et l'économie. Comment concrètement les populations peuvent agir sans attendre de miracles de leurs dirigeants qui ne viendront pas? C'est au niveau de l'éducation, c'est ce que nous faisons déjà, c'est de sensibiliser. Mais vous qui nous regardez, il ne suffit pas de nous regarder. Et c'est très bien, on aime vos compliments quand vous nous dites qu'on parle bien, vous êtes d'accord avec nous, c'est magnifique. Mais vous, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Qu'est-ce que vous faites à votre niveau après que vous nous ayez regardé, après que vous ayez été convaincu de tout ce qu'on a développé pour dénoncer l'oligarchie machiavélique qui continue de paupériser les peuples en Afrique par l'injustice et le mensonge? Soyez des relais de la cause africaine autour de vous. Peu importe, que ce soit des Africains, que ce soit des Occidentaux, le monde a besoin de connaître la vérité parce que seule la vérité affranchit. Ça, c'est au niveau de l'éducation. Quand je prends maintenant au niveau de la sécurité, on parle des bases militaires. C'est bien beau de parler et de dire « à bas la France », on en a marre. Mais ça restera des discours pieux, vaseux, tant que nous ne ferons pas comme le peuple courageux malien qui se lève contre vents et marées et qui va dans les rues pour dire hors de notre territoire, la France et exige la fin des bases militaires françaises. Ça peut se faire dans tous les pays. Et il faut comprendre que ce qui se passe chez le voisin concerne chaque pays africain. Ce qui se passe au Mali nous concerne tous, ce qui se passe en Centrafrique nous concerne tous, ce qui se passe au Tchad, au Cameroun, ainsi de suite. Soyons mobilisés, c'est ça la solution. Et je termine, très important, par l'économie. Un peuple ne peut pas être respecté s'il n'est pas autonome. On parle de liberté politique, mais on ne peut pas parler de liberté politique quand on continue de tendre la main. C'est la main qui donne qui est au-dessus et qui indique le chemin et qui impose sa loi. Alors, d'un point de vue économique, là non plus, n'attendons pas les miracles. Ne disons pas que si nos dirigeants, c'est passif et c'est inutile. Parce que même le franc CFA auquel on veut mettre fin, ça ne se fera pas par miracle. Les populations ont leur rôle à jouer. Et d'un point de vue économique, la solution, c'est la consommation locale. Quel meuble as-tu chez toi, mon cher ami et ma chère sœur qui nous regarde?
Est-ce que si tu es content d'avoir des meubles importés? Quels vêtements portes-tu essentiellement? Qu'est-ce que tu manges? Tu préfères des lardons fumés ou alors de manger du bon sanga ou du coquille? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger des nourritures étrangères. Consommons prioritairement local, africain. Ça commence par là. On est 3 milliards d'habitants, un peu plus. Et si nous constituons nous-mêmes déjà un marché à l'intérieur de notre continent, nous serons une force économique et personne ne pourra nous dicter sa loi. Commençons à consommer local, arrêtons de nous plaindre. Et abandonner les supermarchés. Et consommons dans nos surfaces. Et encourageons, arrêtons de dire ce qui se fait en Afrique n'est pas bien fait. Vraiment, c'est un complexe qui a été imposé par la lobotomisation des cerveaux qui a suffisamment colonisé nos esprits. Consommons local, éduquons-nous et faisons entendre nos voix en tant que peuple. C'est ça la solution. C'est la révolution par le bas qui peut nous inspirer le changement, pas autre chose. Merci à vous, Paul Ela, et surtout pour ce cri de cœur. Je me tourne vers vous, Omer Seda, pour terminer rapidement de 2 minutes. Vous voyez, Vianney Keldjon, la légende, parlant justement de Orion, la légende raconte qu'il fut transformé en un amas d'étoiles par Zeus. Est-ce aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est Zeus et que la France sera justement un amas d'étoiles jeté comme ça dans l'univers? Je ne pense pas là, parce que je vais rester sur ce ton d'espoir et ce son d'espoir, parce que Paul Ela m'a arraché un large sourire, parce que le combat que nous menons n'est pas un combat vain. Vous allez me permettre, je vais peut-être pas fuir votre question, mais revenez sur ce que vous avez posé au préalable. À 3 heures. L'Afrique a-t-elle les moyens de pouvoir constituer une armée? Mais dis donc, je voudrais paraître ridicule, mais je dirais toujours, l'Afrique n'est pas le continent le plus riche. L'Afrique, c'est la richesse elle-même. L'Afrique, c'est un scandale géologique. La RDC, à elle seule, est plus riche que toute l'Europe centrale. Mais de quelle richesse parlons-nous? Nous avons suffisamment les moyens, encore que le monde entier vit sur notre dos, pour dire qu'en réalité, il se pose un réel problème en Afrique. Vous avez parlé de 54 pays. États. Mais oui. Avons-nous 54 États? Nous avons des sous-préfectures. Avons-nous 54 dirigeants? Mais oui, quelque part, nous avons le président Biya. Des gens diront que c'est passé sur Camerounais. Nous avons le président équato-guinéen. Qui est silencieux depuis un moment de temps déjà. Pardonnez-moi de le dire, de faire dire la remarque. Mais nous avons à côté de ces dirigeants des sous-préfets. Est-ce que la tâche doit être facile? Non. Je vais donc dire que l'une des premières missions que nous avons, c'est déjà de tuer cette Union africaine, qui en réalité est un bras séculier de l'impérialisme occidental. C'est tout. Allons voir tous les sommets de l'UA. Il ne s'agit là que des balades de santé. Les gens vont se balader. Ils ont les conférenciers à l'interne. Exactement. En interne. Exactement. Est-ce qu'il est donc possible de construire une force continentale avec un organisme inféodé par l'Occident? Non. Il est donc temps que nous comprenions que les axes que Paul Ela a énumérés... qui doit d'ailleurs dissoudre l'Union africaine? Monsieur, rapidement sur la question. Mais la conférence des chefs d'État peut se tenir et il décide de dissoudre la Si attention peut signe, bon, vous déclarez qu'ils ne sont pas les chefs d'État, les chefs d'État sur lesquels personne ne compte. Finalement, qui peut dissoudre l'Union africaine, messieurs? Steve, qui peut dissoudre l'Union africaine? Oui. Mais allons voir ce qui se passe au Mali. Le sursaut. Ce n'est que le peuple. Il y a un sursaut panafricain. Mais vous croyez que c'est par gaieté de cœur que je vais vivre dans l'obscurité, tandis que à Paris, les ampoules qui brillent là proviennent des richesses qui sont... À Versailles, la lumière, il y a la lumière 24 sur 24. Je dis, l'Afrique doit procéder à un sursaut d'orgueil. Un sursaut patriotique. Un sursaut patriotique. Et surtout continental. Je suis en disant, parce que là, Paul est là, les gens trouveront. Moi, je suis toujours de ceux qui disent l'Afrique est la mère de l'humanité. Moi, je suis en veste. La veste, c'est pas un habillement occidental. Il faudrait bien que les Européens comprennent cela. Parce que les gens qui nous écoutent ont tendance à dire, ben, nous nous comportons comme... Non, c'est nous qui avons l'Afrique et la veste de l'humanité. La veste est née en Égypte. Tout le monde le sait. Il faut bien qu'il le sache. Bon, je vais me tourner vers vous, hein. Vianney Keldjon. On va vous secouer la tête, ça, pourquoi? Tout de suite, moi j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de poser la question parce que directement, je vais juste reprendre ce que M. Paul Ela a dit. Oui. Il dit, je réitère une chose. Nous ne pouvons rien attendre de nos chefs d'État qui sont en majorité inféodés.
le seul élément, c'est la révolution par le bas. Consommons local. Et je réitère, consommons local. Donnons la force à nos producteurs maintenant. Donnons la force à nos entrepreneurs d'avoir donc cette capacité économique de la produire encore, parce qu'en ce moment-là, nous pourrons échanger entre nous, nous aurons notre porte-monnaie qui est fort, et en ce moment-là, nous dirons à l'Union africaine que désormais, vous ne serez plus financé par l'extérieur. Nous allons vous financer nous-mêmes. Exactement. Merci messieurs, permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs ce matin, ils sont assez nombreux. Plusieurs m'ont écrit une box pour me dire « Ah, vous savez, vous ne lisez pas nos messages ». Je vais lire tous vos messages d'ailleurs, en espérant qu'en quelques 15 minutes, je pourrai les lire. Bonjour le panel, ils n'ont qu'à préparer toute leur population pour cette guerre. Ils nous trouveront avec les mains nues. Nous allons défendre notre continent, que ces endocolons prennent conscience et nous rejoignent pour le combat. Ahmed qui nous écrit depuis Benghazi ce matin. Bonjour mes frères, tout juste vous dire que la guerre plutôt annoncée en grande pompe en 2023 n'est autre que celle militarisée. Regardez notre société depuis une bonne décennie, les naissances ne sont subitement arrêtées pour que l'Afrique ne se multiplie pas en termes d'humains du Cameroun. Non, les naissances ne sont pas du tout arrêtées, ne vous inquiétez pas pour ça, ça s'est même multiplié. Pour le cas du Cameroun, c'est 5,2. Thème d'humain et surtout le Cameroun en particulier pour dire que tout est programmé dans nos régions et dans chaque région il y a des grandes gènes, si ce n'est de plonger les jeunes garçons dans la drogue et les jeunes filles aussi, et en plus de les masculiniser ou encore féminiser ces jeunes garçons pour avoir une société qui n'est plus constituée d'une famille comme nous l'avons depuis la nuit des temps. C'est d'un socle familial, autant pour moi. Merci à vous également, mais cette personne s'appelle Singon Diang. Charlotte, oui, c'est une fidèle téléspectatrice qui nous a d'ailleurs écrit hier. Bonjour Steve DBS et bonjour à tous les panélistes. L'année dernière, Emmanuel Macron, lors de son interview accordée à Jeune Afrique, a déclaré ceci: l'Afrique est l'avenir de la France. Fin de citation. N'est-ce pas dans le sillage de que la France entraîne 10 000 soldats pour cette guerre à partir de 2023? Cette fois-ci, les autres puissances vont se laisser faire ou bien c'est un complot international. Les présidents africains n'ont qu'à prendre leurs responsabilités dès à présent et non de se cacher en tout cas dans leur... Bon, je ne sais pas ce qu'il dit, de se cacher dans leur tour en organisant des élections frauduleuses et se maintenir au pouvoir et laisser leur population dans une pauvreté ambiante. C'est Amiran Yao Emmanuel à Tabiglo au Togo qui nous a écrit ce matin. Bonjour DBS, la famille coloniale, la France coloniale et ses alliés sont en guerre contre le continent africain depuis près de 4 siècles. Quelle autre guerre prépare-t-elle encore quand ce serait même le cas? Que revendique-t-elle au continent, ou du moins quels sont les mobiles d'une telle action de préparation de guerre d'ici 2023 si ce n'est pas de la folie? L'Afrique est-elle un territoire français qu'elle voudrait récupérer? Comment peux-tu vouloir faire la guerre à un continent que tu estimes être pauvre? Ou alors je me trompe? Je pense qu'il revient aux Africains de... Là, le message est assez long, de prendre davantage conscience du danger que représente la France coloniale, ses endocolons ainsi que ses alliés, afin d'entrer véritablement en guerre contre les ennemis, cet ennemi qui constitue pour le continent africain un véritable poison sous toutes ses formes. La France coloniale devient de plus en plus folle à cause du combat panafricaniste qui l'a tourmenté et qui la tourmente encore tout en lui faisant perdre du terrain dans ce qu'elle estime être son précaré. La France verra bientôt ce qu'elle veut voir dans ce combat qu'elle a engagé depuis des lustres sur le continent. Depuis, vive le panafricanisme, vive l'Afrique, abat la France coloniale et ses alliés, au diable les endocolons. C'est Bekada qui nous écrit depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun, ce matin. Une personne qui nous envoie une photo, on la regardera plus tard. Bonjour Steve, la France a eu peur du rapport publié par la CIA car ce rapport de déclin de la France est annoncé. C'est pourquoi elle veut changer ce qui est prévu dans ce rapport. Cette personne n'a pas laissé son nom. Bonjour Steve, bonjour à tes invités Steve. La lutte ne devrait pas se limiter par les panafricains. Les dirigeants aussi doivent s'impliquer en formant déjà la jeunesse au service militaire à partir de 18 ans. Et nous verrons bien venir, c'est le coup d'herbe de pacotille. Bonne journée à vous. C'est Ngokukwe qui nous a également écrit ce matin. C'est une dame, il faut également le dire. Elle aime bien son nom. Elle s'appelle Ngokukwe. C'est une dame qui nous écrit souvent du côté de Yaoundé.
Allons-y avec un autre message rapidement, toujours des photos, on les regardera. Bonne journée à vous également. La personne nous a envoyé une très belle fleur. Merci à vous également pour ce bonjour. Bonjour Monsieur Ngos, à votre équipe et à vos invités fiers panafricanistes. Comme le disait 3A hier soir sur Feu Vert, Paul et la vient une fois de plus encore de bien résumer qui est vraiment la France et ses associés dans l'ombre, ne souhaitant qu'une seule chose depuis longtemps, c'est de s'accaparer du continent africain sans les Africains. Ils ont tellement créé de diversion car pour nous abrutir, mais voyant que cela ne nous a pas tous captés, maintenant ils montent en gamme avec leur soi-disant Orient. Il y a une chose qu'ils ignorent pas, la France et ses associés, nous avons nos réalités africaines, même avec leurs 10 000 hommes ou plus qu'ils viennent, mais ils savent déjà en partie l'accueil qui les attend. Afrique debout, c'est Bandapa, eh bien, qui était en vacances du côté du Sénégal, qui insiste, qui s'appelle Bandapa. Et voilà, il nous écrit, depuis la France ce matin, il est rentré du Sénégal. Il a fait un tour d'ailleurs du côté du Mali, il a fait le tour au Niger, le mec, il a voyagé. Bonjour monsieur, je suis monsieur Barry Alomé, juste pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci à vous également, monsieur Barry, depuis Lomé au Togo. Bonjour, je m'appelle Mathieu Diarra, je suis un Malien vivant en France. La France fait du bluff, il n'y a rien qui va ici. C'est un pays qui est au bord d'une guerre civile et c'est inévitable. Ben voilà, toute l'histoire, d'après un adage, c'est ce qu'il voulait dire, celui qui sème le vent récolte la tempête. Merci à vous également. Et d'ailleurs, hier, Cotis nous en a parlé. Il a dit que le pays est au bord de la guerre civile, donc ils ne peuvent absolument rien. Bonjour mon cher Ngos, bonjour le panel, bonjour le Cameroun. Steve, il faut être naïf de ne pas se rendre compte de ce complot macabre de la France contre l'Afrique, la déportation de Gbagbo et de Blé Goudé, la mort récente de Idriss Déby, pour ne citer que cela, dit plus. Mais soyez rassurés, chers panafricains, la victoire de Gbagbo pour l'Occident illustre bien l'échec de cette ultime opération occidentale en Afrique, parce que nous avons et nous aurons toujours l'éternel des armées avec nous. Oh les cœurs, on y va. C'est Bouérouin qui nous écrit depuis le Ghana ce matin. Bonjour monsieur Steve, Orient, un ou des chasseurs géants qui se dirigent vers l'Afrique en 2023, l'année où on serait réellement indépendant, puisque cette fois-ci, la France va nous sentir. Laissez-les venir. Cosmos qui nous écrit depuis le Bénin ce matin. Les gars sont prêts, en tout cas, il faut le dire également. Grâce à vos émissions, je comprends mieux comment fonctionne le monde. Sur le plan de l'éducation, je suggère que nos gouvernants revoient les programmes d'enseignement à tous les niveaux et qui aura pour base le néo-panafricanisme. Bravo à vous et sachez que Dieu est toujours du côté de la vérité. Cette personne nous écrit depuis Libreville, au Gabon. Bonjour Monsieur Ngos, bonjour tout le panel et à ces magnifiques intervenants, et spécialement à 3A. Le panafricanisme est une véritable université populaire et vous, c'est signe que vous représentez. L'État français est un État voleur et son peuple un receleur. Je réitère les propos du panafricaniste Julius Malema, un colon, une balle. L'État français, c'est comme un vampire qui vous vide de tout votre sang, tout simplement parce que sa survie en dépend. Il est de notre devoir, en tant qu'Africains, de prendre notre destin en main et d'assumer plafonnement nos responsabilités en tant que peuple souverain et libre. Je réitère, le peuple français est un receleur et le receleur, au même titre que le voleur, sont condamnés de la même manière. Bravo DBS, vive l'Afrique libre et indépendante, l'Afrique ou la mort. Eh bien, nous vaincrons. Warren LP, qui nous écrit depuis une Konsamba, eh bien, on nous fait savoir qu'un Français, une balle. Les gars sont quand même durs. Un colon, une balle. Voilà, c'est dur quand même, messieurs. Ce monsieur qui nous écrit depuis une Konsamba ce matin. Bonjour le plateau, depuis le Bénin, les Africains ne veulent prendre leurs responsabilités. Vous qui sonnez l'éveil de conscience, vous n'avez pas les moyens. Conclusion, on tourne en rond. C'est le pasteur Zan qui nous a écrit depuis le Bénin ce matin. Qui prie alors? Bon, qui continue à prier. On espère que comme ça on sera libre. Bonjour les panélistes. Macron nous avait dit que Lucifer arrive. Il attendait tous Biden. Voyez que tout a bougé et même Macron a eu son soutien au dernier sommet des 7. Il suspecte même la Turquie dans le temps que nos armées se réunissent avec des stratèges russes pour asseoir des plans de défense. Que le Mali appelle la Russie pour contrecarrer toutes les velléités du désert. À partir du Mali, la RCA, on peut veiller et contrôler entièrement l'Afrique. C'est Enal qui nous a également écrit ce matin depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Steve ainsi qu'à vos panélistes formidables. Ce travail d'éveil que vous faites, prenez-vous aux populations
pensez-vous aux populations villageoises en faisant le débat dans nos différentes langues locales? Adiessa Jean-Paul qui nous écrit depuis Yaoundé, la capitale. Bonjour le panel, je prie le gouvernement ainsi que nos intellectuels à être vraiment patriotes, valoriser nos scientifiques, car nous pouvons créer nos propres industries d'armement agricole, qu'ils cessent de courir tous derrière les blancs. C'est Duplessis qui nous écrit depuis Foumbane. Pourquoi chaque fois qu'il y a une réunion chez nous, on voit toujours les blancs parmi nous pour nous espionner? Moi aussi je me pose la question, hein, Duplessis depuis Foumbane, je me pose également la question. Bonjour le plateau, vraiment je vous remercie tous les invités car ils sont très bons et panafricanistes, mais l'Afrique est mal partie car les leaders et les intellectuels africains sont des vrais tarés car ils ouvrent seulement pour leur estomac et non pour le peuple. Le christianisme et l'islam à outrance sur le continent aveugle les Africains, la majorité ne se soucie ni de leur présent ni de l'avenir de leurs enfants. Le peuple africain ainsi que les leaders se remettent à Dieu pour se développer au lieu d'unir les efforts accompagnés des actes concrets pour la libération du continent. Il n'y aura jamais une armée africaine car même la mort, les enfants tués par les Occidentaux sur le continent ne leur disent absolument rien. On n'a même pas une radio ou télévision africaine pour mener la guerre médiatique contre les médias occidentaux. J'ai mal et je pleure pour ce continent. C'est Zinzou Daniel qui nous écrit depuis le Bénin. J'espère que ce n'est pas l'autre Zinzou. Voilà. Bonjour tout le plateau d'IBS, j'aimerais que vous invitiez souvent Kémy Séba sur vos émissions. Le mec il insiste toujours avec Kémy Séba. Car croyez-moi, la jeunesse béninoise est très ignorante sur ces réalités. Ce qui est pire, nos chaînes nationales ne parlent juste que de la politique améliorative de notre gouvernement de merde. Cette personne nous écrit depuis le Bénin ce matin. Monsieur en jaune chapeau. Bon, le monsieur en jaune chapeau. Bon, voilà. Chapeau à la personne qui ne connaît pas mon nom. D'accord. Bonjour la grande famille d'IBS, merci une fois de plus pour votre énorme effort et contribution pour une Afrique libre de toutes ces chaînes machiavéliques. Pour moi, ces chefs d'État ont une énorme pression sur leur dos qui vient d'ailleurs et nous savons c'est une question de vie ou de mort dont la sourde oreille qu'ils font semblant de tenir envers leur peuple est juste pour rassurer le sorcier blanc. Pour moi, je pense tunnellement que l'Occident a tout fait pour inventer la peur dans la tête de ces chefs d'État. Même pour moi, un bon exemple, c'est Ouattara. Dans cette lutte est une responsabilité obligée à tout et à chacun parce que nous méritons 100 fois plus que ce que l'ordre du monde veut nous faire croire. Et nous allons la gagner, j'aimerais juste moi. Mais si ce n'est pas le cas, je sais que la fin est là. Et à petit, l'oiseau fait son nid. Merci, mission d'émotion ce matin. Bonne journée à nous équipes depuis New Bell, ici même à Douala. C'est le New Bell de Douala, parce qu'il y a un New Bell également du côté des Bolova. Absolument. Absolument. Tu connais bien Cameroun. Ah oui, c'est ça. Arrêtez. Bonjour à vous également. La personne n'a pas laissé son nom. Je vous rappelle quand même que je voyage, messieurs. Ça se voit. Bonjour, j'ai des larmes aux yeux lorsque vous nous expliquez, mes frères bien-aimés. Moi, tout ce que je peux dire, c'est l'Afrique qui est déjà en guerre, et ça depuis longtemps. Pourquoi la France, l'Amérique et autres ont des bases militaires en Afrique? Quel est le pays africain qui a une base militaire en Europe? En passant, nous, Camerounais, allons prendre l'exemple sur Ouattara comme un président qui travaille pour la France. Voilà notre papou, son excellence Paul Biya. Lui, il est un Français à la peau noire. Cordialement, Arthur, fils d'Edea, 22 ans depuis à Cotonou au Bénin. Ça, c'est ce que vous dites. Hein. Depuis 22 ans, vous êtes à Cotonou au Bénin. Vous n'avez qu'à venir voir ici. Pour mieux parler, en tout cas. Vous également. La conclusion de M. Paul est là. Va dans mon sens. Matérialisation alors. Merci. Apparemment, chapeau bas à celui qui est en jaune. Ben, je mettrai souvent le jaune alors. Apparemment, ça m'inspire. Bonjour mes confrères panafricanistes, merci pour le travail de tous les jours. Bon courage aux braves mamans derrière, surtout qui vous ont accouché. Béni soient les mamelles qui vous ont mis au monde, monsieur Steve. Ben oui. Alors, voilà quelqu'un qui pense à nos mamans, ça c'est... Ouais, merci également à vous, hein, c'est très bien. Il a compris, j'espère. Nous sommes déjà en guerre 2023, une date pour ralentir nos actions. Regardez comment nos chefs d'État
se comporte avec nous face au vaccin Covid. Nos chefs d'État ne feront rien. Afrique, lève-toi. Là où tu es, chaque Africain sont français, chaque Africain sont français par n'importe quel moyen. Les pasteurs, les prêtres traditionnels, les féticheurs, les empoisonneurs, les rusés, les marabouts, les intellectuels, les guerriers, coutumiers, n'importe quoi se mettent en guerre aujourd'hui, même à chacun son français. Et les armées feront le reste. Nos chefs d'État ne feront rien. Eh bien, boutons la France hors d'Afrique par tous les moyens. Africains. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour libérer ton continent? Merci mon frère, habillé en jaune. Que l'Afrique t'entende. Bon courage et bonne continuation. C'est Belay qui nous écrit depuis le Togo. Le monsieur en jaune s'appelle Polela. Parce qu'apparemment, vous avez un gros problème avec lui ce matin. Messieurs, on va se séparer ce matin dans la bonne humeur. Oh, merci d'avoir été là. Tout le plaisir était mien, Josin Singos. Permettez-moi simplement de dire que la fondation est lancée pour reprendre les propos de... Albert Latolaïzi? Non, c'est... Ah, d'un téléspectateur. En disant simplement, l'Afrique est debout, l'Afrique n'est pas ce continent de maître. Nous avons des héros en Afrique, nous avons des leaders d'opinion. Il faut simplement dire que demain, la victoire sera acquise. Demain, la victoire sera nôtre. Vianney Keldio, merci d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir invité. Je termine surtout en disant, en réitérant, consommons africain, consommons local. Et ce n'est que par là que nous pourrons en fait rendre notre économie forte. Et en ce moment, nous pourrons nous-mêmes nous armer. Consommons camerounais, consommons africains. Eh bien, boutons hors les produits qui viennent de l'extérieur. Albert Natola ici, merci d'avoir été là ce matin. Je voudrais rassurer ceux qui critiquent notre dress code, que nous avons des Africains. Nous avons de parfaits stylistes qui cousent bien les vestes. Et ils sont d'ailleurs nombreux sur le continent. Donc il ne faut pas croire que les vestes que nous mettons très souvent sont estampillées Alibaba, je ne sais pas qui d'autre. Donc je les renvoie à faire des recherches sur ce qu'on appelle le vêtement. Alibaba, comment s'appelle celui-ci? On sait. Polela, merci d'avoir été là ce matin. Merci Steve. Je vais dire un bonjour particulier à deux personnes que j'ai oubliées qui sont extrêmement fidèles de cette émission. C'est Aïcha depuis Garoua et Bartel depuis Paris. Paris, je ne me rappelle plus de la ville, elle est en France en tout cas. Il m'a m'excusé. Mais très fidèle et qui regarde en permanence JBS et les émissions en fait, JBS Matin. Et je termine en disant Africain debout, seule l'action délivre. Africain debout, passons à l'action et c'est à chacun d'y mettre du sien. Pour les géopoliticiens français, l'Afrique n'est pas seulement partie prenante de l'histoire de la France, mais elle est aussi un élément clé de son avenir. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.